Deuxième jour du procès de Joël Le Squarnec, cet ancien chirurgien pédophile accusé d'avoir agressé et violé près de 300 personnes. L'audience a repris ce mardi à 13 h devant la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Une deuxième journée consacrée à la personnalité de l'ancien médecin. Enquêteurs, experts, mais aussi membres de sa famille se succèdent à la barre. On fait le point sur ce procès historique dans cette édition. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Et puis on part tout de suite à Vannes, retrouver Eva Thomas qui suit le procès. Eva, qu'a-t-on appris sur la personnalité de Joël Le Squarnec durant cette journée d'audience ? Oui, bonjour Arthur. Alors l'audience a débuté aujourd'hui avec l'enquêteur de personnalité. Il a évoqué Le Squarnec comme quelqu'un de manipulateur et de calculateur. Il évoque aussi une personne admirative de son père à tel point qu'il n'évoquera pas lors de son entretien avec l'enquêteur les faits d'agression sexuelle commis par ce dernier sur l'un de ses fils. L'enquêteur ajoute qu'il est décrit par ses collègues comme quelqu'un d'énigmatique, de généreux et à l'écoute. Après plusieurs heures d'audition, l'un des fils de Joël Le Squarnec est passé à la barre, Florian. Alors il a tout de suite commencé par dire que son témoignage serait bref et qu'il n'avait connaissance de rien. Il garde un bon souvenir de son père qu'il ne voit plus aujourd'hui. Il assure aussi que son père n'a jamais eu de comportement inapproprié. En plus de ses fils est attendu aussi à la barre l'ex-femme de Joël Le Squarnec qu'on a aperçu aujourd'hui entrer dans la salle d'audience. Et pour mieux comprendre ce qu'ont vécu et ce qu'attendent les victimes de ce procès, l'une d'elles a bien voulu nous raconter son histoire. Elle s'appelle Amélie Lévesque et a été agressée par Joël Le Squarnec alors qu'elle avait seulement 9 ans. On l'écoute. J'ai été opérée en 1991 à Aloche par le docteur Le Squarnec d'une appendicite. Je m'en souvenais pas du tout. J'avais un souvenir de... Comment dire ? Il y a eu un départ de cette opération qui m'a amené pas mal de troubles psychologiques et qui m'ont empêché d'avoir une vie normale, on va dire. Et puis après, j'ai fait une séance de MDR et de FT qui ont fait remonter toute la scène en fait dans la salle de réveil. Pour l'instant, on survit. Après, voilà, quand en 2019 j'ai appris vraiment que j'étais dans les carnets, ça a été un tsunami émotionnel. Et puis après, on n'a pas le choix, il faut se relever. J'ai des enfants, donc voilà, j'ai continué ma vie bon an mal an, on va dire. Et puis aujourd'hui, j'espère vraiment que ça s'arrête et de passer à autre chose et que voilà, que la justice reconnaisse que je suis victime. Condamne Joël Le Squarnec. Je pense qu'on ne tourne jamais la page, mais c'est plus une reconstruction, après terminer une reconstruction et puis enfin en finir quoi. Arrêter d'attendre, parce que ça fait 5 ans que j'attends, et il y en a, ça fait plus. Hein. Mais attendre toujours, c'est long, c'est pénible et ça bouffe la vie quoi. Et puis on continuera de suivre de près ce procès dans les prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, qui en veut aux coopératives bretonnes après l'incendie du siège du géant de la filière porcine Evelop fin janvier. La nuit dernière, c'est le nouveau bâtiment, encore en construction, du groupe agroalimentaire Eureden qui a été pris pour cible à Mélac. Un nouvel acte de vandalisme revendiqué par un collectif qui répond au nom de Frites. Reportage avec Pauline Leduris et Adrien Paquier. Vitres brisées, isolation arrachée et l'entrée calcinée par les flammes. Le bâtiment encore en construction du groupe agroalimentaire Eureden a été pris pour cible la nuit dernière à Mélac près de Quimperlé. Des dégâts que le maire de la commune est venu constater sur place dans la nuit. Donc nous avons été alertés à partir de 5 h du matin pour un feu sur un bâtiment qui était quasiment achevé dans la zone commerciale de Kervidanou à Mélac. Les pompiers sont intervenus, nous sommes arrivés ensuite, il y avait déjà les gendarmes et aujourd'hui à l'heure de midi on ne peut que constater les dégâts. Et à ce stade les dégâts sont là et nous déplorons cette action de quelque nature qu'elle soit. Une enquête est en cours et l'hypothèse de l'acte criminel est privilégiée suite à un message de revendication loufoque du collectif Frites, entendez front révolté et impitoyable des totos en sauce, envoyé dans la nuit à la rédaction du Télégramme. Nos amis belges nous l'ont assez répété, il est capital d'avoir 2 cuissons pour les frites. C'est pour ça que cette nuit, à Quimperlé, les frites viennent ajouter du goût à Eureden avec leur fameuse sauce piment.
Un collectif organisé qui n'en est pas à son coup d'essai. Celui-ci avait déjà revendiqué l'incendie du siège du géant de la filière porcine Evelop il y a un mois jour pour jour, le 25 janvier dernier. Ce qu'on sait de ce collectif, c'est qu'il est d'abord très mystérieux. Avant le 25 janvier dernier, date de l'action contre Evelop, jamais ce nom n'avait été utilisé. Son côté clownesque un peu porte, on pourrait dire, la signature du mouvement autonome, une mouvance de l'ultra-gauche. Tout porte à croire, c'est le même style, le même modus operandi, les mêmes références qui sont utilisées, donc il n'y a pas de doute, les frites ont mis le couvert. Actuellement, aucun lien ne peut être formellement établi entre ces deux attaques. L'ouverture du nouveau siège de Reden, qui a coûté un peu moins de 2 millions d'euros, était prévue début mars. Et puis dans les Côtes-d'Armor, 18 personnes ont été interpellées ce mardi. Un vaste coup de filet qui visait à démanteler un important réseau criminel. Il serait à l'origine d'un trafic de stupéfiants et de nombreux homejacking dans le département. Ces 18 personnes, à qui l'on reproche plus de 70 faits, sont actuellement en garde à vue et des perquisitions sont en cours. Selon une source policière, des armes ont été saisies. Et puis, on l'a appris ce matin, l'influenceur algérien Youssef Azir, connu sous le pseudo de Zazou Youssef, va faire appel de sa condamnation. Le tribunal correctionnel de Brest a prononcé en première instance une peine de 18 mois de prison et 10 ans d'interdiction du territoire français ce lundi pour provocation directe à un acte de terrorisme. Et puis ailleurs, dans l'actualité, comme 2,3 millions d'automobilistes, vous êtes peut-être concernés par cette campagne de rappel sur les airbags Takata, ces airbags défectueux à remplacer. Pour désengorger ses garages et ses concessions, le groupe Stellantis a ouvert un atelier directement dans son usine de Lajanais. Lionel Lesault et Fanny Abivin sont allés voir comment ça se passait. Ces manœuvres font désormais partie du quotidien des employés de l'usine Stellantis de la Janée, près de Rennes. Le groupe qui produit les voitures Citroën y reçoit désormais des clients venus y faire changer leur airbag. Oui, donc c'est une opération d'environ 1h30 entre le moment où le client dépose son véhicule et où on lui remet pour qu'il puisse rouler en toute sécurité. Donc on dépose l'airbag conducteur et l'airbag passager et on le remplace par des airbags neufs. Chaque jour, ils sont ainsi une cinquantaine à se déplacer près de Rennes, à l'image de Monsieur Morin, venu spécialement de Saint-Malo. Suite à un courrier qu'on a reçu il y a une dizaine de jours, on voulait prendre rendez-vous avec un garage Citroën. Et puis en fait, ils sont tellement débordés qu'ils nous ont conseillé de venir directement ici à la Janée. On est arrivé il y a 3 quarts d'heure, la voiture a été prise en charge et puis on vient de nous la rendre. Les airbags ont été changés. Donc bon, voilà. Tout est bien qui finit bien pour cet automobiliste, mais tous ne pourront pas en dire autant. Stellantis a annoncé ce jour rappeler 68 000 véhicules pour un défaut mécanique sur ses moteurs PureTech, pouvant, quant à lui, provoquer des incendies. Et puis on vous en parlait hier, un petit garçon nommé Fanche pourra bien garder son tilde, cette petite vague au-dessus du N après une décision du tribunal de Lorient. Une victoire judiciaire pour le député Paul Molac qui déplore tout de même une volonté des institutions de rejeter les langues régionales. Il appelle à un changement pour éviter de nouveaux cas comme celui de Fanche. On l'écoute au micro de Maël Delmure. C'est une bonne nouvelle parce que je dirais les autres pays d'Europe ont réglé le statut des langues, ont donné des statuts aux minorités linguistiques, alors qu'en France, vous savez, on ne reconnaît aucune minorité, du coup, on ne donne aucun statut aux langues. Que dit le Conseil constitutionnel? Il dit qu'il n'y a que les signes diacritiques de la langue française qui peuvent être acceptés. Et évidemment, aujourd'hui, les gens ne comprennent plus ça. Quand vous avez, par exemple, l'enquête socio-linguistique qui a été faite par la région, 50% des Bretons se disent attachés à la langue bretonne, et il n'y a pas 50% des Bretons qui parlent breton. Alors, on a deux solutions. Soit le Conseil constitutionnel change sa jurisprudence, soit nous changeons la Constitution en mettant à l'intérieur tout ce que le Conseil constitutionnel ne veut pas.
Et puis foot maintenant, ce mardi, c'est le début des quarts de finale de Coupe de France. Ce soir, Guingamp se déplace à Cannes et demain, c'est Brest qui reçoit Dunkerque. Mais le match le plus attendu, c'est peut-être celui du Stade Briochin. Le club de National 2, la 4e division du football français, recevra le grand Paris Saint-Germain. Une rencontre forcément particulière pour les joueurs, mais aussi pour les salariés qui organisent ce match. Un match hors norme, puisqu'il aura lieu non pas à Saint-Brieuc, mais au Roison Park à Rennes. Mathilde Kemener est allée à leur rencontre. Le match du PSG, c'est un match de fou. Tant sur le terrain, mais dans l'organisation, c'est un truc de fou. Le jour du tirage ou le soir même, je crois, mon mari me dit « Bon, dans 3 semaines », l'air de dire ça va être Stade Briochin à fond pendant 3 semaines. Coralie Labbé, directrice générale du Stade Briochin. L'impression d'être un peu submergée quand même, d'être dans un rouleau compresseur. Mais état d'esprit positif parce qu'on vit quelque chose qu'on vivra peut-être jamais. Nous, clairement, on n'est pas nombreux. Au quotidien, au bureau, on est 3 filles. Là, il faut penser à tout. Il faut penser au merchandising, il faut penser à la com, il faut penser à la presse, il faut penser aux escort kids. Le match du PSG, ça va être totalement différent. Déjà parce qu'on n'est pas à Saint-Brieuc, on est au Roison Park. On a une chance mais dingue, c'est que le Stade Rennais ait un appui impressionnant pour nous dans l'organisation. Tout ce qui est animation avant match, mi-temps, choses comme ça, c'est eux qui gèrent. Sécurité, c'est eux qui gèrent. J'ai hâte de voir les buts, si ce sont des buts du Stade Briochin, bien sûr, parce que oui, la chance, elle est petite, mais elle existe. Et qui sait, la belle aventure va sûrement continuer. On a 28 000 places qui sont allouées pour ce match-là. Dans l'idée, ce serait de faire plus de 20 000, ce serait quand même chouette. Ça va nous permettre d'acheter des minibus, acheter peut-être du matériel informatique, des choses comme ça qui paraissent bêtes. On avait sûrement prévu de l'étaler un peu, peut-être que là on va pouvoir faire tout d'un coup et ça va donner un élan. La belle histoire de la Coupe de France cette année, c'est nous et c'est vraiment ça. On a une équipe qui a un mental de dingue et qui sait. Voilà, et on leur souhaite que la belle histoire continue. Et à noter que le match devrait se jouer à guichet fermé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur TBO et sur le telegram.fr. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour votre journal d'actualité bretonne. Et oui, je vous dis bonne soirée.